3h45 sur Public Sénat. Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo. 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire avec Katia Guilder. Bonjour Katia. Et dans l'actualité cette semaine, certains appellent cela une mauvaise passe, d'autres y verront un tournant du quinquennat. L'affaire Leonarda, en tout cas, n'en finit pas d'empoisonner la vie du gouvernement. Au cœur de ce débat, l'immigration. Manuel Valls veut une réforme du droit d'asile. L'UMP s'en prend au droit du sol. L'actualité parlementaire, c'est aussi la mise à contribution des revenus de l'épargne pour financer la protection sociale. PEA, PEL et assurance vie seront tous taxés à 15,5%. Les députés ont voté l'article de loi sous les huées de la droite qui dénonce une mesure inconstitutionnelle. Cette semaine, le plus de l'hebdo vous fera découvrir les premières images du film Le Cinquième Pouvoir. C'est l'histoire de la naissance de ce site internet Wikileaks et de son fondateur Julian Assange, ou comment les lanceurs d'alerte ont changé le monde en dévoilant les grands secrets d'État. Et notre invitée cette semaine, Marielle de Sarnez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, députée européenne, vice-présidente du MoDem et chef de file du MoDem pour les municipales à Paris. Une question, vous habitez dans le 14e depuis toujours, est-ce que vous envisagez... Depuis toujours, non, mais depuis 10 ans. Depuis longtemps. Vous savez, quand on est parisienne, on a habité dans beaucoup d'arrondissements. Enfin, moi qui suis parisienne, j'habite ici depuis longtemps. Est-ce que vous voyez vraiment vous présenter dans un autre arrondissement? La question des listes est importante, la question de l'endroit où on se présente est important et ça compte. Mais ce qui compte le plus, au fond, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire de cette ville, quels sont les projets qu'on a envie d'avancer, quelle est la gouvernance que nous voulons pour cette ville. Je porte l'idée d'un renouvellement nécessaire. On doit renouveler la manière dont les choses se font et se gouvernent à Paris. On a une gouvernance qui est trop partisane. Je veux du renouvellement. Le renouvellement, ça n'est pas remplacer simplement une équipe par une autre. C'est changer profondément la manière dont on gouverne. Je considère que le maire de Paris et l'équipe municipale, ça doit être une équipe qui est à la disposition de l'ensemble des Parisiens, quelles que soient leurs opinions politiques. Marielle de Sarnez, si vous deviez choisir entre élue de Paris et députée européenne? Les deux. Sauf évidemment, si j'étais maire de Paris, bien évidemment, je choisirais la mairie de Paris. Si je suis une élue parmi d'autres, je continuerai à assumer mes responsabilités d'élue européenne de Paris pour les années qui viennent. Alors en entendant Marielle de Sarnez, on va passer en revue la semaine, une semaine qui commence sur fond de cacophonie. Loin de calmer les esprits, l'intervention du président de la République sur l'affaire Leonarda a suscité des réactions en ordre dispersé. Le sort de la collégienne expulsée divise la majorité et le Premier ministre tente comme il peut de recadrer les troupes. Johan Rela. Officiellement, bien sûr, pas question une nouvelle fois de parler de réunion de crise. Mais après une semaine passée à critiquer le gouvernement dans l'affaire Leonarda, l'ancien président de SOS Racisme, Malek Bouti, donne sa version de l'ordre du jour. On va se faire gronder. La tentation d'un pouvoir politique quand il est en difficulté, dans son propre camp, quand les gens posent des questions qui sont que ce que les électeurs demandent, c'est de demander de la discipline. Tout le monde en randonnion, voilà. En randonnion, justement, pour cette séance de recadrage, tout l'état-major du PS sur la sellette. Harlem Désir. Ce week-end, il vient lui-même de contredire le chef de l'État en estimant que la lycéenne devait rentrer en France avec sa famille. Un épisode qu'il voudrait désormais faire oublier. Et aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes tous soudés derrière la position qu'a exprimée le président de la République. Comme je l'ai dit, j'ai eu à dire ce que j'avais à dire. Quand le président de la République a pris une position, eh bien nous la soutenons, le débat est clos. Quelques minutes plus tard, même invitation du Premier ministre. Plus question d'évoquer l'émotion suscitée par l'expulsion de la lycéenne. Vous êtes bien placé pour le savoir qu'il faut de temps en temps revenir à l'essentiel et pas seulement rester comme vous le faites trop souvent sur l'émotionnel. La standing ovation réservée à Jean-Marc Ayrault dans l'hémicycle n'avait pas grand-chose de spontané. L'ordre de serrer les rangs et de mettre fin à la cacophonie mettra peut-être un peu plus de temps à être entendu. L'affaire Leonarda, la méthode Hollande, c'est le zoom de la semaine. Et avec nous sur ce plateau, Marielle de Sarnez, pour commenter cette actualité, Thomas Guénoulet, politologue au CEVIPOF, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po. Marielle de Sarnez, c'est la première question, je m'adresse à vous très directement. L'affaire Leonarda, nouveau couac ou tournant du quinquennat? C'est plus qu'un couac.
Je pense que c'est une crise d'autorité au sommet de l'État. Il y a une chose très très simple à dire à nos concitoyens, c'est qu'il faut que les lois soient respectées dans un pays, et c'est comme ça que fonctionne et doit fonctionner l'État de droit. Il y a un droit d'asile politique pour ceux qui sont opprimés dans leur pays, qui doit absolument perdurer, mais pour qu'il perdure, il faut mettre fin à l'ensemble des abus. Et donc Manuel Valls a eu raison dans l'attitude qui a été la sienne, qui est simplement un respect de la légalité. Et la réforme qu'il veut conduire sur le droit d'asile, je l'approuve. Je l'approuve. Elle est très importante. Il faut que les délais soient absolument raccourcis, qu'on ne peut pas laisser une famille attendre 4 ou 5 ans une réponse de l'État. Thomas Guénolé, alors, est-ce que vous comprenez quelque chose, vous, à la méthode de François Hollande? Est-ce que son pouvoir ou son autorité sont affaiblis? Alors justement, pouvoir ou autorité, l'étymologie est intéressante à cet égard. C'est-à-dire que la plupart des gens emploient les termes indistinctement alors que ça ne veut pas dire la même chose. Le pouvoir, c'est la possibilité d'exercer une contrainte pour forcer quelqu'un à faire quelque chose. François Hollande, de par les institutions, a le pouvoir. L'autorité, c'est vous n'avez pas besoin d'utiliser la contrainte ou de la standing ovation sur ordre, par exemple, qu'on a vu. Vous n'avez pas besoin de ça parce que vous avez, aujourd'hui, on dirait autorité naturelle, ce qui est un pléonasme. L'autorité, c'est toujours naturel, ça va toujours de soi, sans même avoir les institutions. Quelqu'un comme Pierre Mendès France avait une immense autorité sans avoir nécessairement le pouvoir. Vous voyez la distinction? Cette autorité-là, François Hollande, visiblement, ne l'a pas. C'est toute la différence, justement. Alors, l'idée, c'est que, finalement, on a une ambiance dans la gestion du pouvoir, actuellement, qui ressemble à un congrès permanent du Parti socialiste. C'est très frappant de voir à quel point, finalement, les débats entre les différents courants, et pour résumer, entre la gauche social-démocrate et la gauche marxiste, se poursuivent au fil du temps. Je partage mot pour mot cette analyse sur la question de l'autorité. Non, mais c'est une vraie question. Et je vous rejoins quand vous dites, c'est votre formule, entre guillemets, c'est un congrès socialiste permanent. Pour moi, un homme d'État, s'il est homme d'État, doit gouverner pour l'ensemble des Français et pas pour les intérêts de son parti. Et bien évidemment, on n'est malheureusement pas, on va dire, dans cette tonalité-là. Or, la France en aurait sacrément besoin. Est-ce que vous attendiez à ce que ce début de quinquennat un peu comme cela, ou pas, après 18 mois? Non, je pensais que François Hollande était plutôt, on va dire, un social-démocrate éclairé, revendiqué. Sa formation, c'est plutôt d'être aux côtés de Jacques Delors. Et puis on a aujourd'hui un président de la République qui n'assume pas cette autorité, qui ne porte pas une vision et qui n'a pas clarifié les choix fondamentaux idéologiques de la gauche. Exactement, et qui n'a pas remis à jour ce logiciel. C'est le pays qui en subit les conséquences. En attendant, Thomas Guénolé, est-ce qu'il y aura pour vous un avant et un après Leonarda? Est-ce qu'il y aura des conséquences profondes sur la majorité et sur l'opinion? Pas nécessairement, parce que vous savez, on est passé ces dernières années au temps très court de l'information, et donc, a priori, sauf rebondissement, dans 2 semaines, l'affaire Leonarda, plus personne n'en parlera. Visiblement pas d'accord avec il y a un problème, si vous voulez, il y a des problèmes de fond qui s'accumulent, mais le grand enjeu, à mon avis, en termes quand vous dites, est-ce qu'il y aura un avant et un après? À mon avis, il y aura un avant et un après la séquence municipale puis européenne. Je fais une parenthèse là-dessus. On parle beaucoup du risque Front National pour les municipales. À mon avis, il est beaucoup moins élevé que le risque FN au niveau des européennes. Où là, le FN pourrait en fait, si on regarde les sondages, arriver en tête. Il y a un certain nombre de villes, peut-être quelques dizaines en fait, pas plus, où il y a un vrai risque électoral FN. En revanche, dans les grandes villes et dans les villes moyennes, le risque FN est nul. Pourtant, on parle beaucoup plus des municipales que des européennes dans l'analyse. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je crois qu'il y aura un avant et un après, parce que ça a vraiment mis en cause l'autorité du chef de l'État. Et c'est un problème qu'on va retrouver sur le moyen et le long terme. Et j'ai une inquiétude pour vous rejoindre, c'est sur la question des européennes, sur les scores possibles, potentiels, de ceux qui, au fond, veulent la fin de l'Europe, en France et dans l'ensemble de l'Union européenne, qui peut se comprendre parce que grave crise de confiance, mais ça va être l'engagement du combat de ceux qui pensent et qui savent que l'Europe est notre seul atout pour exister. Question très courte sur ce thème à tous les deux. Comment vous voyez la suite du quinquennat? Qu'est-ce que peut faire François Hollande? Il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation de circonstances défavorables.
il faut bien se dire qu'on en est à 30 ans de chômage persistant et de crise économique et sociale persistante. Donc on est dans une société de défiance, alors qu'avant on pouvait parler de société de confiance à l'époque des 30 Glorieuses. Tous les ingrédients de l'impopularité sont là. Oui, mais le problème c'est que comme dans le même temps il y a une dette publique accumulée qui réduit les marges de manœuvre et oblige à une politique d'austérité ou à la répudiation de la dette, on est dans des circonstances où en fait François Hollande est lentement étranglé au niveau de la marge de manœuvre politique en attendant la croissance comme d'autres attendaient Godot. Soit il continue comme ça et on va continuer à avoir un délitement en France, une vraie perte de confiance avec tous les risques qui peuvent arriver avec. Soit il réagit et pour moi, réagir, ça veut dire changer de politique. Ça veut dire assumer clairement une politique de réforme dont la France a besoin. Alors on continue la semaine. D'abord, je vous remercie Thomas Guénolé d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez écrit ce livre, Nicolas Sarkozy, chronique d'un retour impossible, point d'interrogation. Merci. Merci Thomas Guénolé. Nous on va parler des centristes, si vous le voulez bien, Marielle de Sarnez. Vous devez être au courant, l'UDI fête ses 1 an. Vous me direz dans un instant où en est ce fameux mariage entre l'UDI et le MoDem. Mais on a voulu aller à l'anniversaire de l'UDI. C'est Cécile Cixous qui a laissé traîner son micro pour savoir ce qu'il pensait un petit peu de ce mariage. Regardez. Le mariage n'est pas encore consommé, mais ce soir, Ockham Germian, président des jeunes MoDem dans les Hauts-de-Seine, est venu en curieux pour rencontrer ceux qui pourraient bientôt être les membres de sa future famille politique. J'attends de voir justement ce qui va se passer dans le futur contrat de mariage qu'on nous annonce entre notre mouvement, donc le mouvement démocrate, et l'Union des démocrates et des indépendants. Une chose que je demande et que j'attends depuis longtemps, c'est qu'on soit un centre, qu'on ait une union des centres. Voilà, pour les municipales surtout, puis après pour les européennes. S'unir pour les élections, du côté des militants UDI aussi, l'idée fait son chemin. Le MoDem maintenant est rentré dans une posture qui est beaucoup plus d'opposition et de critique du gouvernement actuel. Donc à partir de là, on peut plus travailler avec lui que lorsqu'il s'est déclaré ni réellement au milieu sans jamais réellement se positionner. Si l'union semble bien avancée, toujours pas d'annonce officielle. Pour Jean-Louis Borloo, les deux partis ne sont toujours pas d'accord sur les termes du contrat. En toile de fond des alliances MoDem-PS au municipal, notamment à Dijon. Le diable se cache dans les détails. Voilà. Donc comme on n'est pas convoqué par la police, on a le temps de faire les choses proprement. Mais c'était mon objectif il y a 1 an. J'avais dit je réunirais tout le monde. Voilà. Je pense que cet objectif est réussi en ce qui concerne directement l'UDI et j'espère élargi. Officiellement dans la chapelle centriste, personne n'est opposé à l'union. Une conférence de presse commune devrait réunir Jean-Louis Borloo et François Bayrou qui ne se sont pas retrouvés sur la même photo de famille depuis 11 ans. Alors, mariage de raison, mariage d'amour? Mariage absolument nécessaire, rassemblement absolument nécessaire. D'amour, d'amitié, mais c'est pas simplement ça ce qui compte le plus, c'est d'offrir une alternative aux Français, c'est-à-dire d'être une offre nouvelle sur le champ politique français. On vient de parler de l'état du pays, on vient de parler de la crise de confiance, de la crise d'autorité. On pourrait rajouter que quand on regarde, la désespérance des Français, leur colère devant les alternances successives depuis 30 ans, qui fait qu'à chaque fois on vous raconte des blagues, à chaque fois les promesses ne sont jamais tenues, et qu'élection après élection, on est de plus en plus déçus. Quand on regarde le paysage politique, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit au Parti socialiste? On voit des divisions idéologiques extrêmement lourdes. Et on voit, je le pense, et on voit à l'UMP des tensions, et on voit à l'UMP des tensions très fortes. Eh bien, à tout cela, nous répondons union, nous répondons rassemblement. Si on veut que le centre soit fort dans le pays, si on veut qu'il pèse, si on veut qu'il soit entendu et qu'il change le paysage de la vie politique française, il faut qu'il se rassemble. Et c'est ça que nous allons faire. Est-ce que vous avez déjà un texte commun? Nous avons un texte commun sur lequel nous avons beaucoup travaillé depuis quelques jours, quelques semaines, et sur lequel Jean-Louis Borloo et François Bayrou ont bien travaillé puisqu'il est aujourd'hui abouti. Et donc après, ça va être une question de date, de jour, dans les jours qui vont venir. Dans les jours qui vont venir, vous verrez ensemble Jean-Louis Borloo, François Bayrou et leurs équipes respectives pour le début d'une offre nouvelle que nous allons proposer au pays. Et c'est ça qui compte. Ce qui va compter, c'est pas simplement de le faire, ce rassemblement, c'est qu'il soit utile à la France et à l'Europe. Alors, on a baladé notre micro dans les coulisses de l'Assemblée pour demander aux parlementaires UDI ce qu'ils pensaient de ce mariage. Ils sont interrogés par Hugo Lénart et Rodolphe Perrault. Je crois que c'est l'affaire de quelques jours. En tout cas, les choses sont bien engagées. Elles sont bien engagées puisque François Bayrou a dit clairement
qu'il était dans l'opposition au gouvernement, dans une opposition constructive, comme nous le sommes. Donc il s'agit de bâtir naturellement un projet, d'être d'accord sur un certain nombre de valeurs, et puis naturellement d'avoir des partenaires privilégiés qui sont, comme chacun sait, l'UMP et la droite républicaine en particulier. La question est posée, le calendrier n'est pas encore complètement arrêté, puisqu'il y a une discussion sur un contenu de charte qui effectivement mettrait d'accord l'UDI et le MoDem. Donc voilà, donc il y a des discussions qui se font comme dans tout contrat de mariage. L'alliance entre Jean-Louis Borloo, l'UDI et François Bayrou et le MoDem, c'est la reconstitution d'un axe central de la vie politique et ça prend quelques temps pour mettre en place les conditions de cette alliance politique. Pourquoi est-ce que nous voulons un socle solide? Parce que derrière, nous voulons être crédibles aux yeux des Français. Et vous savez, quelquefois, pour rédiger un contrat de mariage dans un simple couple, il faut un peu de temps au notaire. Mais c'est le signe du sérieux. Simplement, je souhaite qu'il y ait une clarification politique. On est dans l'opposition au plan national. Position constructive, mais une opposition ferme à des choix qui nous conduisent droit dans le mur. Il faut qu'on clarifie la position au plan local. On ne peut pas être dans l'opposition nationale et puis accepter l'idée qu'au plan local, le MoDem puisse soutenir des municipalités socialistes et y participer activement. Bon, tout le monde semble d'accord, en tout cas. J'ai juste entendu la opposition. Vous êtes vraiment dans l'opposition ferme? Écoutez, on s'oppose au gouvernement et à ses choix, et à ses non-choix, j'allais même dire, et à son absence de choix. Pour autant, et je suis contente que François Sauvadet le dise, bien sûr qu'il faut que ce soit une opposition constructive, il faut que ce soit une opposition non manichéenne. On n'est pas là pour rajouter... on n'est pas là pour être dans la caricature. Après, c'est vous qui êtes libre de vos jugements. Il y a des personnalités à l'UMP qui ont des jugements nuancés. Moi, je fais partie de ceux qui critiquent les choix qui sont faits par le gouvernement, mais qui ont envie que mon pays réussisse. Je ne souhaite pas l'échec de mon pays. Et c'est pour ça qu'il faut une opposition qui propose et une opposition donc intelligente. Vous entendez un petit peu ces voix, peut-être un peu plus discordantes, peut-être qu'elles viennent aussi de l'UMP, qui disent cet accord n'ira pas bien loin, c'est une alliance électoraliste pour les municipales et surtout pour les européennes. Je comprends que l'UMP se pose des questions, mais je pense qu'ils ont tort, parce que c'est absolument nécessaire qu'il y ait dans ce pays un pluralisme. Quand le centre existe et quand il est fort, qu'est-ce qui baisse? Ce sont les extrêmes qui baissent. Eh bien, sur ce point-là, nous devrions, les uns et les autres, me semble-t-il, nous rencontrer. Mais sur le terrain des municipales, quelle sera la marge de manœuvre politique? Nous déciderons ensemble de ce que nous faisons dans les villes, mais vous savez, dans la plupart des 36 000 communes, on va dire, ce sont des faits locaux dans toutes les petites villes de France. Les maires, c'est autre chose ça, mais dans les petites villes de France, les maires ont des alliances locales qui sont d'ailleurs en général non partisanes, et ils ont bien raison. Et puis dans les autres grandes villes de France, nous regarderons ensemble. Sur Marseille, regardons s'il y a par exemple une troisième voie possible. Est-ce qu'il peut y avoir une liste au centre à Marseille, ou dans tous les cas une équipe du centre qui se mette au travail et qui regarde ce qu'on peut apporter dans cette élection municipale? À Paris, il faut que le centre s'affirme. J'essaye de faire en sorte qu'il le fasse. Nous posons un certain nombre de propositions et de contenus sur la table. Je souhaite un renouvellement à Paris. Je souhaite qu'il y ait des rassemblements possibles aussi. Si je souhaite un renouvellement, c'est que je considère que, probablement il faut une équipe nouvelle. Mais c'est pas simplement remplacer une équipe ancienne par une nouvelle équipe qu'il faut. C'est un changement, je vous l'ai dit, en profondeur dans la manière de gouverner la ville. Je note que la candidate de l'UMP est une candidate qui fait évoluer les lignes au sein de son propre parti politique, et je trouve ça intéressant. Juste un mot de 2017, vous dites que le candidat futur du centre sera choisi par une procédure démocratique. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura même, pour être exact, la candidate ou le candidat? C'est une précision absolument utile. On ne va pas faire de confidence maintenant. Est-ce que ça implique des primaires ou pas? Est-ce que ça implique des primaires ou pas? Si on avait voulu écrire primaire, on aurait écrit primaire. Nous disons, le centre aura une candidate ou un candidat, et nous disons, cette candidate ou ce candidat sera choisi par une procédure démocratique. Ça laisse beaucoup de possibilités. Ça laisse la parole au peuple, c'est ça? Mais ça laisse beaucoup de possibilités. Ça nous laisse aussi la possibilité d'innover dans ce domaine-là, comme dans d'autres. Parce qu'il faut que nous soyons une force de proposition nouvelle. On a besoin de construire la France à 10 ans ou à 20 ans. Ça n'est pas une affaire d'élection pour répondre sur la question des élections. C'est une affaire de génération. Alors parlons maintenant, si vous le voulez bien, d'économie. Mardi, les députés ont voté une mesure importante, l'épargne sera davantage taxée.
Ramener le déficit de la Sécu à 12,8 milliards d'euros fin 2014, c'est le nouveau défi du gouvernement. Les boissons énergisantes seront taxées et la fiscalité augmentée pour certains produits d'épargne, et ce rétroactivement. Mesure inconstitutionnelle, dit la droite. Marion Lefebvre. C'est une mauvaise nouvelle pour les 10 millions de détenteurs d'un plan d'épargne logement, les 5,5 millions de personnes qui possèdent un plan d'épargne d'action et tous ceux qui ont une assurance vie. Désormais, les plus-values de tous ces produits d'épargne seront taxées à 15,5%. Cette mesure que nous prenons est une mesure d'équité, car il n'est pas normal que lorsque l'on détient des actions directes et qu'on les vend, on soit taxé à 15,5 et que quand on les détient dans le cadre d'un PEA, on ne le soit pas. Le principe d'égalité, ça existe. Le principe d'équité, ça existe. Et le principe de simplification de nos impôts, ça existe. Car ces plus-values étaient taxées de façon variable, en fonction de l'année d'ouverture du compte et de la date de sortie des fonds. À la tribune, les députés de l'opposition se sont succédés pour dénoncer cette nouvelle hausse d'impôts. L'insécurité juridique et fiscale que vous développez systématiquement avec des mesures rétroactives sont malheureusement tout à fait néfastes. Car la taxation sera rétroactive et s'appliquera depuis le 26 septembre dernier. L'UMP crie au scandale et estime que cette taxe est anticonstitutionnelle. Le taux désormais est dissuasif et surtout cette manœuvre est rétroactive. C'est tout à fait inacceptable, scandaleux, c'est une perte de confiance et qui risque de se manifester. Au total, cette uniformisation par le haut des prélèvements sociaux devrait rapporter 600 millions d'euros dans les caisses de l'assurance maladie. Marielle de Sarnez, est-ce que pour vous, il est juste de taxer rétroactivement certains produits aussi populaires que le PEL ou l'assurance vie? Non, pas du tout. Bernard Accoyer, sur ce point, a absolument raison. Ce dont on souffre en France, ce dont nos entreprises souffrent, or c'est elles qui créent l'emploi, c'est pas l'État qui crée les emplois, ce sont les entreprises, c'est d'une instabilité totale, juridique, financière, fiscale. Eh bien, ceci ne peut plus durer. Et là, c'est exactement la même chose qui se passe avec l'épargne. Quand vous n'êtes pas sûr, quand vous n'avez pas un cadre, vous n'investissez plus. Et donc, il n'y a plus d'épargne, il n'y a plus d'investissement. Et évidemment, tout ceci va fragiliser plus encore notre situation économique qui est déjà catastrophique. Donc, je considère que c'est une mauvaise mesure. Et moi, je demande que François Hollande y repense à 2 fois. En particulier, la taxation de tous les PEL, de tous les jeunes qui avaient, avec des petits salaires, fait de toutes petites économies sur le PEL. Ouais. Et je trouve que... Mais c'est le contraire de ce qu'on voulait offrir à notre pays, c'est-à-dire un espoir pour notre jeunesse. Et je demande que François Hollande revienne sur ces décisions. Et le fait que ce soit rétroactif, ça vous choque également? Mais c'est très choquant. Comment voulez-vous gagner la confiance ou stabiliser une confiance si vous vous dites « Ah ben non seulement les règles vont changer pour demain, mais elles vont changer pour hier ». C'est impossible. Et pourtant, on dit 600 millions d'euros d'économies, en tout cas 450 notamment pour la sécurité sociale. Ça va d'un bon sentiment, non, logiquement. Ça ne va pas d'un bon sentiment. Ça ne va pas d'un bon sentiment. Il y a un moment où on ne peut plus, au fond, stabiliser nos dépenses ou faire baisser notre dépense publique sans faire des réformes et sans conduire des réformes sérieuses. En prenant le temps de les conduire. On ne réglera pas les problèmes de la France simplement par des impôts supplémentaires, des taxes supplémentaires et qui plus est des impôts supplémentaires rétroactifs. On réglera les problèmes de la France en prenant un par un les grandes questions de la réforme par exemple de l'État, de la réforme par exemple des collectivités locales et en allant jusqu'au bout de réformes pour faire mieux en dépensant un peu moins d'argent. Pour vous, la France donne le mauvais exemple en Europe en étant le 2e meilleur taux, 46% du produit intérieur brut, c'est ce que représentent Bien sûr, on a la dépense publique la plus haute d'Europe et on ne peut pas dire qu'on ait le meilleur système de protection d'Europe. Donc il y a quelque chose là qui ne va pas et donc ce sont par des réformes profondes qu'on doit passer et pas par de la simple taxation. Je vous propose de passer au mercredi, on va parler du droit du sol. Et on en parlait au début de cette émission, après l'affaire Leonarda, c'est le débat sur l'immigration qui est relancé. Le gouvernement veut réformer le droit d'asile. L'UMP répond « réforme du droit du sol ». Écoutez ce reportage d'Elsa Gava-Monda. À la sortie du Conseil des ministres, Manuel Valls vient expliquer en personne sa réforme du droit d'asile. Nous avons lancé une concertation depuis l'été dernier pour notamment, comme l'a rappelé le président de la République samedi dernier, c'était un engagement de sa campagne, accélérer les délais
de gestion du droit d'asile, qui est un droit, comme vous le savez, constitutionnel. Le gouvernement veut à tout prix éviter d'autres affaires Leonarda. La jeune fille et sa famille ont résidé illégalement 4 ans en France après leur première demande d'asile. On ne peut plus accepter que, comme on l'a vu à l'occasion de cette affaire, des familles puissent rester sur le territoire pendant 4 ans, de recours en recours, à n'être pas fixées sur leur propre sort. La mission parlementaire livrera ses conclusions mi-novembre avec 2 objectifs. Raccourcir les délais de gestion de chaque dossier. En moyenne, un demandeur d'asile attend une décision 1 an et demi. Et limiter les recours possibles après un refus. Si la gauche s'occupe donc du droit d'asile, la droite, elle, entend s'attaquer au droit du sol, qui permet aux enfants d'étrangers d'obtenir automatiquement la nationalité française à leur majorité, s'ils ont résidé un nombre d'années minimum en France. Il s'agit simplement de dire que des enfants nés en France de parents illégalement installés sur le territoire français ne peuvent pas devenir automatiquement français. C'est incompréhensible. Après une réflexion en interne, l'opposition pourrait déposer une proposition de loi plus globale sur l'immigration. Et voilà le clivage politique qui reprend 2 conceptions, 2 philosophies, droit d'asile, droit du sol. Le droit du sol, c'est une philosophie fondamentale du pacte républicain. Et d'ailleurs, je vois qu'à l'UMP, nombre de responsables et de personnalités politiques l'ont exprimé récemment. Et puis, il faut que nous sachions entre nous que nous avons un droit du sol qui est relatif, c'est-à-dire qu'on ne devient pas français par la naissance, on devient français par le droit du sol en étant resté un certain nombre d'années sur le territoire, en étant resté un certain nombre d'années sur le territoire français. C'est important de dire les choses, c'est très important. Et Jean-François Copé qui veut réformer ce droit du sol, vous êtes d'accord ou pas ? Je crois qu'il faut répondre, poser les bonnes questions et essayer d'y répondre. La bonne question, c'est comment on règle, comment on maîtrise la question de l'immigration illégale. Et je pense que la voie choisie par Manuel Valls est la bonne. C'était d'ailleurs ce que Jacques Chirac disait il y a une vingtaine d'années. Là où on a des abus, ce sont dans les demandes de droit d'asile, puisqu'on a à peu près simplement 10% de ces demandes qui sont regardées favorablement et qui ont des réponses positives par an. Ce qui veut dire qu'il y a 30 000 personnes à qui nous faisons des réponses négatives. Eh bien moi je demande une chose, c'est qu'on n'attende pas 3 ans, 4 ans, 5 ans pour dire à ces familles que leur demande de droit d'asile politique est rejetée. Je trouve que Jean-François Copé, on va pas personnaliser. Je considère que vouloir à tout prix reprendre les mêmes mots que le Front National, c'est pas la façon de le faire baisser. La manière de faire baisser le Front National, c'est d'être nous-mêmes, d'avoir une cohérence, d'avoir des convictions, d'avoir nos propres valeurs et au nom de ces valeurs-là, d'apporter des réponses aux problèmes. Le problème, c'est l'immigration illégale. Donc oui, réformons le droit d'asile. D'ailleurs, c'est une parlementaire centriste, en particulier, Valérie Létard, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, qui va notamment remettre un rapport à Manuel Valls, qui va, je le sais, aller dans le très bon sens. Deuxièmement, je considère que nous devons réfléchir à la manière de penser les flux migratoires de demain pour les réguler, et qu'on doit le faire au plan européen et pas simplement au plan franco-français. Voilà 2 propositions que je fais sur la table. Et pour vous, Marielle de Sarnez, c'est le bon moment pour lancer ces réformes et il faut aussi qu'elles soient faites en coordination avec l'agenda européen ? Mais il faut qu'elles soient faites en coordination avec l'agenda européen parce que nous avons une question de flux migratoire qui concerne l'ensemble des pays de l'Union européenne. J'ajoute que je suis depuis longtemps, pour que nous ayons un partenariat nouveau Afrique-Union européenne, que l'Afrique est demandeuse, qu'on ne regarde pas assez au fond quelles sont les valorisations, les potentiels de croissance de ce grand continent. Oui, ça peut être une opportunité formidable pour autant qu'on la saisisse. Alors, question d'actualité justement 100% européenne ce mercredi dans l'hémicycle. Les députés ont notamment interpellé le gouvernement sur la politique migratoire de l'Europe, on en parle, et aussi sur l'entrée plus spécifiquement de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen. Je vous demande solennellement, comme nous l'avons fait par le passé, d'opposer un veto à l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen au 1er janvier 2014. Pour ce qui concerne Schengen, et vous l'avez dit, mais il faut le dire encore plus clairement, ce n'est pas une question qui concerne l'Union européenne en son sein, mais évidemment l'organisation et la surveillance des frontières extérieures. Il n'y a d'ailleurs pas de décision concernant le 1er janvier de l'année prochaine, le 1er janvier 2014. Il ne faut pas confondre ce sujet-là avec la problématique de l'ouverture au travail. Mais il s'agit tout simplement de dire qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères a déjà eu l'occasion de le souligner,
la Bulgarie et la Roumanie ne sont pas prêtes pour entrer dans Schengen et le gouvernement de la France a déjà eu l'occasion de le dire. Alors, il y a beaucoup de confusion autour de ce sujet. Il faut que les ministres clarifient un peu. Et alors, vous-même, en tant que députée européenne, quelle est votre conviction? Est-ce que la France a raison de refuser l'entrée La France a raison de refuser l'accès à l'espace Schengen de la Roumanie et de la Bulgarie? Pourquoi? Parce que quand on est dans l'espace Schengen, les pays qui en sont membres doivent assumer la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne avec d'autres pays. Oui. Schengen, c'est ça, ça n'est que ça. Et ça ne concerne pas la liberté de circulation. Pas du tout. On mélange deux choses. Roumanie et Bulgarie ne doivent pas entrer. Ils ne sont pas aujourd'hui en capacité, tout le monde le sait, de surveiller efficacement leurs frontières extérieures. C'est un petit peu haro sur Schengen. Si on agite le chiffon rouge à quelques Schengen, mois des élections européennes. Mieux, regardez ce qui se passe à Malte ou à Lampedusa. Là aussi, c'est le problème de la surveillance de la Méditerranée et des frontières extérieures de l'Union européenne et en particulier de l'espace de Schengen. Schengen fonctionnera quand on mettra aussi un certain nombre de moyens en place. Moi, je suis pour faire une proposition pour mettre pour mettre en place des gardes-côtes européens, comme il y a d'ailleurs aux États-Unis. Je fais cette proposition depuis longtemps. C'est vraiment uniquement une question de volonté politique des chefs d'État et de gouvernement. Pays dans l'Union européenne. Oui, on parle de la Roumanie. Il faut stop. Moi, je vais vous dire concrètement, faisons une pause. Approfondissons d'abord notre Union européenne. Réformons ce qui mérite d'être réformé avant d'élargir. La Turquie, non. Non, la Turquie, non, et d'autres pays, non. Moi, je vous dis, faisons une pause. Approfondissons l'Union européenne. C'est un enjeu absolument énorme. On doit recréer la confiance entre les citoyens de l'Union européenne et le fonctionnement de l'Europe. Et donc, oui, il faut porter un certain nombre de réformes. Et c'est aux Européens que nous sommes de porter ces réformes. Allez, on passe au jeudi. On va parler logement au Sénat. Et en plein débat parlementaire sur la loi Duflot, une des mesures phares, l'encadrement des loyers, a été vivement critiquée par le Conseil d'analyse économique. C'est un organisme très proche du gouvernement. L'article a pourtant été voté la veille de la sortie de ce rapport. Il est jugé inopérant, inefficace, rapport qui remet en cause également les aides au logement. Qu'est-ce que vous en pensez, Marielle de Sarnez, vous qui avez présenté cette semaine votre plan Marshall pour le logement à Paris? C'est-à-dire la production de 100 000 logements supplémentaires, l'innovation avec des baux amphithéotiques, la couverture des gares pour la création de 20 000 nouveaux logements construits. Et alors, l'encadrement des loyers. Un vrai plan dont PS et UMP ont dit du bien, et donc tant mieux. La loi du flot, qu'est-ce que vous en faites? Loyers, c'est le Conseil d'analyse économique qui a raison. Il faut mettre de côté les deux propositions qui sont, un, l'encadrement, deux, la garantie universelle locative, parce qu'on va arriver à quelque chose de très très simple avec la loi Duflot. Ceux qui sont, on va dire, les plus pauvres, pour aller vite, ceux qui sont les moins aisés vont voir leur loyer augmenter et ceux qui sont les plus aisés vont voir leur loyer diminuer. Alors écoutez, on rêve complètement, bien évidemment. Il faut qu'on remette et que le gouvernement remette l'ouvrage sur la table. Qu'est-ce que vous proposez à la place de cette mesure? Moi, je propose à la place d'avoir des observatoires, comme ça se fait partout, comme ça se fait en Allemagne, comme ça se fait au Québec, d'avoir des observatoires des prix du loyer, avec siégeant des gens qui sont bailleurs, propriétaires, et que l'observatoire rende public les prix, on va dire quartier par quartier, pâté de maison par pâté de maison, et qu'on renvoie, quand il y a un problème, qu'on renvoie non pas immédiatement à la justice qui est déjà complètement embouteillée, mais qu'on renvoie à une gestion prud'homale ou en tout cas à des médiateurs. Je pense que là, la France pourrait innover en s'inspirant utilement de ce que font nos voisins. Je voudrais vous entendre sur un point très précis cette semaine qui a eu lieu au Sénat. En commission des affaires économiques, le projet de loi sur les retraites a été retoqué. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je comprends qu'il ait été retoqué. Je regrette que le gouvernement n'ait pas apporté davantage de considération à la proposition que le groupe du Centre a fait au Sénat, et en particulier celle qui a été portée par Jean-Marie Van Lorenberg, qui reprenait ce que nous disons avec François Bayrou depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une vraie réforme de fond des retraites, avec enfin la mise en place d'un système par points et à terme un régime unique. Chacun de ceux qui ayant été dans les régimes spéciaux, gardant évidemment leurs avantages acquis. Et donc là aussi, le gouvernement a loupé une occasion. Ça peut marcher en France, la réforme. Mais ça marchera forcément, ça se fera un jour, parce que pour pérenniser
notre système de retraite. Et pour avoir un système de retraite juste et pas tout faire reposer sur les futures générations, c'est la seule solution. Tous les pays d'Europe, au fond, qui ont réfléchi à cette question, l'ont mise en œuvre. Ça prend du temps à être mis en œuvre. Et c'est pour ça que je regrette vraiment que François Hollande ne l'ait pas décidé. Parce que ça prend, ça prend du temps, parce que c'est long à mettre en œuvre, donc ça prend 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et donc on devrait d'autant plus l'organiser et le lancer dès aujourd'hui. Je propose de passer à une autre partie de notre émission, c'est le plus de l'hebdo. On va s'intéresser aux lanceurs d'alerte, ces nouveaux héros du Nouveau Monde. C'est le 5e pouvoir. Wikileaks et ses révélations ont fait l'effet d'une bombe. Un film vient de sortir aux États-Unis. Il raconte l'histoire de l'organisation et de son fondateur, Julian Assange. La sortie est prévue en France le 4 décembre. Un film qui fait déjà du bruit sur fond d'affaires d'écoute américaine. Simon Barbary. Après avoir fait trembler l'administration américaine, les lanceurs d'alerte font tousser Hollywood. Le long métrage Le 5e pouvoir, consacré au fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est un échec au box-office. More people and more secrets. But if we could find one moral man, one whistleblower, someone willing to expose those secrets, that man could topple the most powerful and most repressive of regimes. Un flop en partie attribué au plus célèbre cybermilitant de la planète, Julian Assange lui-même, une arme de propagande massive au service des États-Unis, selon lui. Pourtant, ce film se veut une illustration fidèle de la trajectoire de Wikileaks entre 2007 et 2010, période où l'organisation révèle des abus commis par l'armée américaine en Irak et en Afghanistan, époque aussi de ce que l'on a nommé le Cablegate, riche en milliers de documents diplomatiques. The White House today blasted the leak of over 90,000 military documents. The military logs expose hundreds of informants. There are lives at risk here. Le 5e pouvoir dans les salles françaises le 4 décembre prochain soulève une question cruciale. Les lanceurs d'alerte sont-ils de dangereux traîtres ou des héros visionnaires à l'heure où les révélations de l'ancien agent de la NSA Edward Snowden continuent de jeter le trouble dans les relations diplomatiques américaines? Les lanceurs d'alerte, à défaut d'avoir un rôle majeur à Hollywood, sont déjà des acteurs puissants dans le cercle très fermé des relations internationales. This is information the world needs to know. We need to crush these guys. It's life. Times is life. If you want the truth, you should seek it out for yourself. That's what they're afraid of. You. Marielle de Sarnez, pour reprendre la question du réalisateur Bill Condon, est-ce que les lanceurs d'alerte, les whistleblowers comme Julian Assange ou Edward Snowden sont des héros des temps modernes, de nouveaux héros? Oui, des héros, j'utiliserai peut-être pas ce mot-là, mais non, mais c'est très important et c'est très intéressant en même temps. Et je considère que les citoyens du monde, ils ont le droit à avoir un certain nombre d'accès à un certain nombre d'informations. Regardez ce qui se passe avec les écoutes téléphoniques et ce qui se passe en Europe, vous allez y venir. Mais si Snowden n'était pas là, est-ce que ce sujet serait sur la table? En aucun cas. Alors, je ne suis pas naïve. Je suppose que les chefs d'État et de gouvernement européens connaissaient déjà un certain nombre de méthodes des Américains et qu'au fond, ils s'en accommodaient. Eh bien, si ces temps-là changent, si l'opinion publique est saisie de cela par les lanceurs d'alerte et dit « moi, opinion publique française ou européenne, je ne m'accommode pas que les Américains, que j'aime par ailleurs, j'aime les Américains, mais que les Américains viennent chez moi comme s'ils étaient le gendarme du monde ou de l'Europe, eh bien peut-être les choses changeront un peu. Tout le monde écoute tout le monde, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? nouveau? Enfin écoutez, j'ai vu l'ancien chef des services secrets français qui a dit ça. À mon avis, la France, soi-disant, écoute les États-Unis. Je pense qu'il y en a un qui écoute un peu plus que l'autre. Donc en fait, on râle parce que c'est un manque de avec moyens. ça. C'est un manque de moyens, tout simplement. Au fond, le débat est lancé. Je trouve que c'est un bon débat. Et moi, je dis, ce ne sont pas des explications qu'on doit demander aux Américains. On doit mettre fin à cette situation. Alors comment? Ça n'est pas pareil, mais j'espère que le Conseil européen va avancer dans ce sens, puisque Angela Merkel était elle-même son portable écouté. Non, mais peut-être qu'elle est au téléphone au moment où nous parlons. Ça dépasse l'imagination pour vous, ce genre de situation? Mais ça n'est pas tenable. D'ailleurs, je ne sais pas, entre vous et moi, ce qu'ils font de toutes ces millions de données. Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est ça le problème, c'est plus l'exploitation de ces données. Parce qu'on est quand même dans une vie politique assez transparente. Mais il y a un principe.
c'est le principe de souveraineté. Et moi, je crois à ça. On a une souveraineté française, on a une souveraineté européenne. Et donc, ça n'est pas aux Américains de venir faire la police ou le gendarme chez nous. Le New York Times écrit cette semaine, le ton sévère de la France révèle plutôt du théâtre politique plutôt qu'une réelle indignation. Oui, c'est normal. Tout ça, ils sont tous accoquinés les uns les autres. Moi, en tous les cas, j'ai une réelle indignation. Je pense que les Américains ne peuvent pas se penser partout légitimes sur toute la planète. La question qui se pose, c'est aussi celle de la protection des données des citoyens européens. C'est un dossier central en Europe qui tarde à avancer concrètement. Comment qu'est-ce que l'Europe peut faire pour protéger ses citoyens de l'intrusion de géants d'Internet comme Google? Il faut qu'elle décide de le faire déjà, et que nos chefs d'État et de gouvernement décident de le faire et décident de peser, donc, en particulier pour la protection des données. Et bien évidemment, et ce dossier est sur la table et il faut avancer. Marielle de Sarnez, je voudrais qu'on termine cette émission avec une photo que vous allez découvrir tout de suite. Ségolène Royal, vous l'avez peut-être vu, découvert cette photo pieds nus sur un tapis rouge qui pose en toque blanche, drapeau français, étendard à la façon de la liberté et le peuple, ce célèbre tableau de Delacroix. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette photo de Ségolène Royal? Ouh, je vois froncer les yeux. Non, je ne fonce pas les yeux, j'hésite entre l'amusement, l'étonnement, mais c'est assez baroque quand même au fond. Mais, en fait, c'est par rapport au courage en politique. C'est peut-être courageux ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le courage en politique? Le courage en politique, ça veut dire pour moi dire la vérité à nos concitoyens, ne pas leur raconter des bobards, tenir ce que l'on dit et continuer mordicus de défendre ses convictions. Et j'ajouterai un mot, que pour moi, la fin ne doit jamais justifier les moyens en politique. Qui a le courage en politique en ce moment? Qui est le plus courageux? Je pense, moi j'en connais un bien, qui est François Bayrou. Je pense que c'est un homme qui est très courageux. Oui, mais écoutez, c'est quelqu'un dont le parcours fait qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'il exprime quelque chose ou qu'il prend une décision, il le fait en conscience et pas forcément pour son propre intérêt, et même plutôt l'inverse. Eh bien, c'est un courage qui vaut pour moi admiration. Ségolène Royal dit ce qui serait courageux à appliquer aujourd'hui, c'est le non-cumul des mandats tout de suite et les fusions de départements et régions. Et vous savez que nous avons demandé avec François Bayrou un référendum sur la moralisation de la vie publique. Et si vous me demandez si je regrette que François Hollande ne l'ait pas fait, je vous dis oui, je le regrette vivement. Est-ce qu'il est trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Il faut moraliser notre vie publique. Et les lois qui sont en vigueur aujourd'hui ne sont pas allées assez loin. Et François Hollande devrait faire appel au référendum pour imposer aux élus ce que la plupart d'entre eux, évidemment, se refusent à eux-mêmes. Le courage en politique et ailleurs en Europe, ce serait illustré par qui, pour vous? Angela Merkel? Angela Merkel, franchement. Alors, parce que, je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, on disait, il faut faire attention, il ne faut pas courir comme ça après le Front National, il faut rester campé sur ses convictions, il faut avoir de la cohérence. Quand on a de la cohérence, comme Angela Merkel, eh bien, on devient un repère. Et quand on est un repère, on pèse et on peut faire rayonner un certain nombre d'idées. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas assez de cohérence dans la vie politique française, de cohérence au gouvernement, de cohérence chez le chef de l'État. C'est comme ça que l'on peut être fort, c'est en cohérence. Les courageux de la semaine, François Bayrou, Angela Merkel. Oui, absolument. Merci beaucoup, Marielle de Sarnez, d'avoir participé à notre émission. Bonne semaine, Katia. On se retrouve pas la semaine prochaine, 1er novembre, dans 2 semaines. Très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. Et merci de votre fidélité.